But Trump's second term in office has so far been a roller coaster ride for Sino-US relations. And the economic front marked by a trade war, a trade truce, tussles over chips, AI technology, as well as rare earths, export controls, and TikTok. The list is long. The security front defined by military deterrence in East Asia and deepening alliances with Japan, South Korea, and the Philippines to blunt Chinese influence. So how will money and military converge in America's China policy? Nick Harper followed this report for CNA from Washington, D.C. Certaines réorientations stratégiques ne s'annoncent pas par des discours, mais s'imposent par la modification de flux institutionnels qui semblaient auparavant immuables. Le 27 mars 2025, 3 agences réglementaires chinoises, le ministère de l'Industrie, la Banque populaire et la Commission nationale du développement, ont publié, de manière coordonnée, un ensemble de résolutions administratives modifiant les règles d'homologation technique des équipements de lithographie sur le territoire chinois. Ces communiqués, dont le contenu était essentiellement technique, ont été interprétés avec une inquiétude immédiate par les organismes de réglementation américains qui ont reconnu dans cette mesure non seulement un ajustement local, mais aussi le signe d'une rupture structurelle. La nouvelle norme, en exigeant des certifications basées sur des normes de sécurité numérique souveraines, rendait pratiquement impossible le maintien de contrats opérationnels avec des fournisseurs étrangers de semi-conducteurs tels que ASML et TSMC, dont les systèmes étaient fortement intégrés à des mécanismes de vérification liés à l'Occident. À première vue, cet épisode a révélé une profonde réorganisation. Pour la première fois depuis l'adoption des sanctions technologiques en 2020, la Chine a répondu, non pas par des représailles diplomatiques explicites, mais par le remplacement progressif d'infrastructures critiques fondées sur sa propre architecture. L'impact de cette décision a dépassé les limites d'un différend bilatéral. Lors de réunions avec des dirigeants du secteur financier et des représentants du département américain du commerce, les membres du Conseil national de sécurité ont décrit cette décision comme un détournement permanent de la capacité d'influence américaine sur les chaînes d'approvisionnement stratégiques. Des documents internes du Trésor ont commencé à classer les risques technologiques liés à la déconnexion avec la Chine en 3 catégories. Perte de traçabilité des opérations de change liées à l'exportation de semi-conducteurs, évasion des systèmes de paiement liés au dollar, adoption d'une lithographie parallèle sans lien contractuel avec l'Occident. La norme avait changé. Il ne s'agissait plus de réagir à l'exclusion d'entreprises chinoises telles que Huawei et SMIC du circuit occidental des puces électroniques. L'initiative venait désormais de la Chine, et sa logique était inverse. Au lieu de contester les sanctions, elle reconfigurait le jeu de l'intérieur. Dans les centres de surveillance de la côte est américaine, des rapports croisés avec des données d'exportation indiquaient que, même sans annoncer d'embargo, la Chine avait réduit de 32% en seulement 2 trimestres la part des composants importés des Pays-Bas, de Taïwan et de Corée du Sud dans le segment des équipements photoniques utilisés dans la production de microprocesseurs. Parallèlement, l'entrée d'équipements nationalisés, auparavant fabriqués sous licence par des filiales étrangères, avait augmenté à un rythme accéléré sous l'impulsion d'un fonds souverain spécifique lancé par le gouvernement chinois en 2022. Selon les analystes de la Réserve fédérale, l'essentiel n'était pas seulement le remplacement d'un fournisseur, mais l'architecture du mouvement. Celui-ci s'articulait autour de contrats financiers réglés en yuan numérique. Il se connectait à des systèmes de compensation indépendants basés à Hong Kong, et il s'intégrait à des accords bilatéraux avec des pays d'Asie du Sud-Est et du Golfe, tous hors de portée directe des réglementations américaines. Pour les observateurs institutionnels, l'épisode a pris une ampleur plus large lorsque les banques centrales de 3 pays, l'Arabie saoudite, l'Indonésie et les Émirats arabes unis, ont annoncé, la même semaine, qu'elles accepteraient désormais le yuan numérique comme unité de règlement pour les transactions commerciales liées aux composants technologiques et aux produits électroniques. Pour la première fois, le secteur de la microélectronique migrait, même partiellement, vers une structure monétaire parallèle, découplée du dollar. Et cette migration s'accompagnait d'implications juridiques, commerciales et géopolitiques, qui dépassaient néanmoins les limites des tarifs douaniers ou des chaînes logistiques. Le langage adopté par les autorités américaines reflétait désormais ce changement. Des termes tels que risque d'érosion systémique, impossibilité de traçabilité contractuelle et autonomie technique sans réciprocité ont commencé à apparaître dans les procès-verbaux du Conseil national de sécurité et dans les briefings envoyés à la Commission des relations étrangères du Sénat.
Il ne s'agissait plus de protéger les entreprises américaines contre des pratiques déloyales, mais de reconnaître que la Chine avait atteint un nouveau stade d'autosuffisance, non seulement en matière de production, mais aussi en matière de contrôle réglementaire de sa propre chaîne de production. Dans les cercles internes du secteur de la défense, l'interprétation était encore plus délicate. Le remplacement des systèmes basés sur les technologies d'ASML et de TSMC par des solutions chinoises réduisait l'efficacité d'éventuels embargos futurs. Dans le même temps, l'interconnexion entre les usines de puces et les systèmes de télécommunications sous protocoles nationaux rendait difficile l'identification des vulnérabilités en temps réel, affaiblissant ainsi la capacité de réponse américaine. Certains rapports allaient même jusqu'à affirmer que le modèle de contrôle était en train de s'inverser. Ce n'était plus la Chine qui devait s'adapter aux technologies internationales, mais les marchés étrangers qui commençaient à revoir leurs propres routines opérationnelles pour conserver leur accès au bloc économique dirigé par Pékin. Ce type de changement, mené de manière progressive, fait rarement la une des journaux, mais son effet cumulé façonne les décisions, réaffecte les investissements et modifie la géométrie des alliances techniques et financières. La rupture entre la Chine et TSMC n'était pas seulement une rupture contractuelle, elle a anticipé un scénario dans lequel les entreprises américaines et européennes devraient choisir entre maintenir des liens stratégiques avec l'Occident ou adapter leurs opérations pour survivre dans un nouvel axe de pouvoir industriel. En nous concentrant sur ces changements institutionnels qui passent pour souvent inaperçus dans le feu de l'actualité politique, nous cherchons à offrir un suivi qui aide à cartographier clairement ces transitions. Si ce type d'analyse vous intéresse, suivez-nous. Ce qui commence aujourd'hui comme une norme technique pourrait redéfinir demain la structure du pouvoir mondial. C'est dans ce contexte que les États-Unis se sont retrouvés face à un dilemme structurel. Maintenir une posture conflictuelle face à la stratégie d'autosuffisance chinoise impliquerait non seulement des coûts commerciaux, mais aussi une réévaluation interne des limites de leur propre influence réglementaire internationale. La Commission du commerce international, le Bureau du représentant commercial et le département d'État ont commencé à travailler de manière plus intégrée en essayant de cartographier les effets indirects de la reconfiguration technologique chinoise sur les accords en vigueur avec leurs alliés historiques, en particulier le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud et l'Inde. Lors de sessions à huis clos, organisées au sein de la Commission des Relations étrangères du Sénat, les membres du Congrès ont été informés que les barrières tarifaires actuelles ne suffiraient pas à contenir la refonte systémique en cours. La désintermédiation monétaire favorisée par le yuan numérique, combinée à une infrastructure technique échappant à la norme du dollar, réduisait la marge de manœuvre tant des sanctions unilatérales que des mécanismes de blocage commercial multilatéral. À partir de là, le débat est passé de la sphère économique à des domaines d'un point de vue institutionnel. Le département de la Défense, par l'intermédiaire de son bureau de l'innovation stratégique, a commencé à traiter la restructuration de la chaîne des semi-conducteurs comme une question de résilience nationale. Des rapports techniques remis au Pentagone indiquaient qu'avec la consolidation de ses systèmes propriétaires de lithographie et d'encapsulation, la Chine était désormais capable de maintenir une chaîne de production autonome dans des domaines cruciaux, tels que l'intelligence artificielle appliquée, l'informatique militaire embarquée et les télécommunications cryptées. En réponse, les lignes de financement du programme Chips and Science Act ont été réactivées dans le but de renforcer les pôles industriels dans des États tels que l'Arizona, le Texas et New York. Mais même parmi les responsables de ces projets, il y avait un sentiment croissant que ces mesures arrivaient trop tard. L'écart entre le stade actuel de l'innovation chinoise et la capacité américaine à reconstituer sa chaîne de valeur, en temps utile, dépassait déjà 3 cycles de développement technologique, soit suffisamment de temps pour compromettre des contrats, retarder des livraisons et provoquer des révisions unilatérales dans les appels d'offres internationaux. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des secteurs traditionnellement neutres ont commencé à se positionner avec plus de fermeté. En avril 2025, la Réserve fédérale a publié, de manière inhabituelle, un appendice technique dans son rapport trimestriel alertant sur la croissance des transactions internationales en dehors du système SWIFT. Le document ne mentionnait pas directement le yuan numérique, mais faisait référence à des alternatives souveraines émergentes qui remettent en question les mécanismes conventionnels de règlement multilatéral. Cette référence indirecte a suffi pour que les banques commerciales de taille moyenne entament des révisions internes de leur portefeuille exposés à l'Asie, en particulier dans les contrats impliquant des composants électroniques d'origine indéfinie ou des triangulations logistiques
dans des zones franches liées à l'initiative Belt and Road. Parallèlement, le Bureau des affaires économiques du département d'État a émis des directives à l'intention des ambassades d'au moins 12 pays, demandant à leurs attachés commerciaux de surveiller de près les accords conclus avec des consortiums technologiques chinois, même lorsqu'ils ne sont pas officiellement liés à des contrats gouvernementaux. L'Organisation mondiale du commerce elle-même a commencé à recevoir des demandes informelles de consultation sur la manière de caractériser juridiquement les contrats conclus en monnaie numérique souveraine. Les représentants des pays européens et latino-américains ont exprimé leur inquiétude quant à l'absence de jurisprudence claire sur l'utilisation de protocoles décentralisés dans les contrats d'approvisionnement hautement complexes. Les experts en gouvernance monétaire, consultés par des organismes multilatéraux, ont averti que le système international entrait dans une phase d'incertitude, une phase dans laquelle la réglementation traditionnelle ne couvrait pas encore les instruments effectivement en vigueur. Cette lacune juridique laissait la place à de nouveaux accords commerciaux qui se développaient en marge de ce que les institutions multilatérales étaient beau capables de superviser, sans que cela ne constitue techniquement une infraction formelle. Il en résultait une érosion de la centralité institutionnelle des mécanismes mis en place après la guerre, dont la capacité d'adaptation semblait être dépassée par la vitesse de l'innovation. Dans le secteur privé, les effets ont commencé à se manifester plus clairement. Les entreprises américaines, cotées au Nasdaq, ont vu leur coût de conformité augmenter jusqu'à 19% dans les contrats impliquant des fournisseurs asiatiques. Dans de nombreux cas, l'exigence de traçabilité imposée par des lois internes telles que le Foreign Investment Risk Review Modernization Act rendait plus difficile le maintien de partenariats stratégiques. En particulier dans les segments à forte densité technologique. Cela a conduit des consortiums tels que Intel, Micron et Qualcomm à faire pression sur le Congrès pour obtenir un assouplissement de la réglementation, afin de permettre une plus grande souplesse contractuelle. Mais cette demande s'est heurtée à des obstacles politiques. Des groupes parlementaires liés à la sécurité nationale ont averti que toute ouverture pourrait être exploitée par des concurrents étrangers pour contourner le contrôle institutionnel sur les technologies. Dans ce contexte de friction, des dissensions ont commencé à apparaître, même entre les agences fédérales. Le département du commerce, guidé par des intérêts industriels, s'est écarté des positions adoptées par le département d'État, plus liées à la logique diplomatique. Alors que l'un préconisait des ajustements facilitant le repositionnement concurrentiel des entreprises américaines, l'autre insistait sur le maintien de barrières stratégiques comme instrument de contention géopolitique. Cette tension interne reflétait une difficulté plus grande. Les États-Unis ne réagissaient pas seulement à un changement externe, ils étaient aussi confrontés aux limites de leurs propres outils d'intervention institutionnelle. C'est à ce type de croisement que les effets des décisions technologiques prennent une dimension politique. L'adoption croissante du yuan numérique comme moyen de paiement, associé à la mise en place d'un système de production autonome de puces, ne constituait pas seulement un risque économique, mais une reconfiguration des structures qui soutiennent le pouvoir projeté par la monnaie et la technologie. En supprimant la prévisibilité des taux de change et la dépendance technologique de l'équation, la Chine créait les conditions permettant à d'autres pays d'envisager de réelles alternatives aux mécanismes traditionnels. Et même si tous n'adoptaient pas immédiatement le nouveau modèle, le simple fait qu'il existe et gagne du terrain modifiait déjà les calculs. C'est pourquoi nous avons cherché à suivre chacune de ces couches en temps réel, en reliant des événements apparemment techniques à leurs implications plus larges. Si ce type d'analyse continue vous semble pertinent, pensez à nous suivre. Les décisions les plus importantes sont souvent celles qui ne font pas la une des journaux. Il existe un désaccord persistant sur la manière de caractériser l'étape actuelle du fossé technologique entre la Chine et les États-Unis. Une interprétation courante parmi les acteurs du marché et les décideurs industriels décrit ce processus comme un ajustement attendu dans un environnement international en pleine réorganisation. Dans cette optique, la migration des fournisseurs, la révision des contrats et la réorganisation des chaînes de production seraient à les effets prévisibles d'une configuration multipolaire en cours de consolidation. Une configuration marquée par des réalignements logistiques, la recherche de la souveraineté numérique et des changements dans les mécanismes monétaires. Pour ces observateurs, l'utilisation croissante du yuan numérique dans les règlements régionaux et l'évolution chinoise dans le domaine des semi-conducteurs ne constituent donc pas une rupture soudaine, mais plutôt un déplacement progressif des capacités techniques et financières qui s'accumulaient dans des sphères distinctes. La réduction du poids relatif du dollar
et la diminution de la dépendance vis-à-vis de fournisseurs critiques tels que ASML et TSMC seraient les signes d'une transition structurelle déjà en cours, avec sa propre dynamique et sa logique systémique. Une deuxième interprétation, plus présente dans les secteurs liés à la sécurité nationale, tant aux États-Unis que dans certaines parties de l'Europe, met l'accent sur le risque de fracture institutionnelle. L'argument est que l'émergence d'écosystèmes parallèles, capables de fonctionner avec une production, des paiements, des certifications et des réseaux de distribution soutenus par des références réglementaires distinctes, compromet la prévisibilité du commerce international et affaiblit les mécanismes de coordination qui ont assuré la stabilité des accords multilatéraux. Dans des analyses internes du Conseil de sécurité nationale, des conseillers juridiques ont indiqué qu'à mesure que le yuan numérique assume des fonctions liées à la politique étrangère, la prévisibilité contractuelle pourrait passer d'un environnement fondé sur des traités à un scénario dans lequel les décisions unilatérales des États prennent de l'importance, produisant ainsi des asymétries importantes dans les opérations mondiales à fort impact. Cette préoccupation apparaît également dans les évaluations du département d'État. Dans des communications envoyées aux postes diplomatiques auprès des pays du groupe des 20, les diplomates soulignent que l'acceptation croissante de formats alternatifs de certification technique, y compris ceux validés par des consortiums sino-asiatiques, pourrait réduire l'influence des organismes internationaux chargés de la normalisation. Dans cette optique, le problème ne réside pas seulement dans la concurrence technologique ou monétaire, mais dans le remplacement progressif des régimes normatifs. Des régimes où la transparence, l'interopérabilité et la gouvernance partagée tendent à céder la place à des structures plus centralisées et moins ouvertes au contrôle externe. Dans les environnements de production et les centres de recherche en innovation, en revanche, une évaluation plus pratique prédomine. Pour ces acteurs, le point central est l'avancement d'une nouvelle géopolitique de la production. Une géopolitique dans laquelle les États cessent d'agir uniquement en tant qu'arbitres réglementaires et deviennent des participants directs à l'ingénierie, au financement et à la distribution de technologies stratégiques. C'est dans ce contexte que des initiatives telles que l'extension du CHIPS Act et la stratégie industrielle de l'Union européenne, formulée sous le concept d'autonomie stratégique ouverte, prennent toute leur importance. Dans cette optique, le débat ne se limite pas au marché ou aux tarifs douaniers. Il porte également sur la capacité à définir les paramètres du développement scientifique dans un contexte de réorganisation des centres de décision. Toutefois, il n'y a pas de consensus sur ce que ce mouvement produira à moyen et long terme. Pour une partie des économistes institutionnels liés à des organismes multilatéraux, la multiplication des normes techniques et l'avancée des accords monétaires parallèles augmentent le coût systémique des transactions internationales. Elles accroissent les incertitudes, renchérissent les garanties contractuelles et réduisent la fluidité financière. Dans un autre sens, certains chercheurs soutiennent que la multiplicité des systèmes peut renforcer la stabilité, en répartissant les risques et en réduisant l'exposition structurelle aux chocs concentrés. Le débat entre ces hypothèses reste ouvert, et les prochains cycles d'innovation seront décisifs pour déterminer laquelle d'entre elles sera étayée par des données empiriques. Le débat monétaire suit la même logique. Il existe des divergences entre ceux qui interprètent le yuan numérique comme un instrument géopolitique destiné à remplacer les autres monnaies, et ceux qui le considèrent comme une réponse technique à la nécessité d'un règlement plus efficace, moins vulnérable à la volatilité des taux de change et au contrôle extraterritorial des juridictions étrangères. Sur ce point, le dilemme s'aggrave. Plus le système alternatif est efficace, plus l'incitation à y adhérer tend à être forte. Et plus l'adhésion est forte, plus la pression sur les mécanismes traditionnels pour adapter les règles, réduire les coûts et préserver la pertinence est grande. Ce qui devient de plus en plus visible, c'est la pression sur l'arrangement institutionnel de l'après-guerre. Un arrangement fondé sur la centralité du dollar, le leadership technologique occidental et les chaînes mondiales intégrées. Cette pression ne se manifeste généralement pas sous la forme d'une rupture immédiate, mais plutôt comme une série de micro-décisions. Des micro-décisions qui, cumulées, transforment l'organisation des flux économiques et techniques. Un contrat réglé désormais dans une autre devise. Un pays qui accepte une nouvelle norme de certification. Une entreprise qui internalise des étapes critiques auparavant externalisées. Ce sont ces changements discrets qui, cumulés, modifient à la carte du système international. Les analystes politiques liés aux centres de recherche basés à Washington, Bruxelles et Singapour observent que la dispute autour des infrastructures technologiques et monétaires
tend à s'intensifier, par le biais de réglementations, de protocoles d'interopérabilité et de clauses contractuelles, plutôt que par des confrontations déclarées. On s'attend à ce que les prochains cycles de développement soient moins associés à l'innovation isolée, et davantage à la capacité de consolider des normes. Ceux qui parviendront à établir des critères de validation technique, des protocoles de sécurité et des mécanismes de paiement bénéficieront d'un avantage structurel durable, quelle que soit l'origine des technologies. Aux États-Unis, ce scénario alimente un débat interne sur les limites et les coûts d'une politique de contention. Il existe des divergences entre ceux qui défendent des barrières plus rigides et ceux qui proposent une approche adaptative, une approche basée sur une coopération sélective et un renforcement de la compétitivité interne. L'absence de convergence rend difficile l'élaboration d'une stratégie cohérente. Pendant ce temps, le processus avance, et chaque nouveau mouvement venant de Pékin repositionne le plateau avec plus de précision. Nous continuerons à suivre attentivement l'évolution de ce scénario, en concentrant notre analyse sur les dynamiques institutionnelles et les mouvements qui, même discrets, reconfigurent les décisions ayant un effet direct sur le système international. Si ce type d'analyse contribue à votre compréhension de la situation, restez avec nous. Les changements les plus déterminants sont souvent ceux qui attirent le moins l'attention.